pommeaux métalliques pour équilibrer l'ensemble. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, les candidats disposaient de barres brutes d'acier de nuance 10-95, 15N20 et 80CR-V2. La complexité résidait dans l'obligation de concevoir un acier de Damas à partir des nuances 10, 95 et 15N20, de le découper après soudure, puis d'y insérer un cœur en acier 80CR-V2 afin de donner naissance à une lame composite de type Damas sans mai. La perspective d'accomplir un tel programme technique en 6 heures suscita un stress visible chez les deux finalistes. À l'issue du temps imparti, le couteau de combat et la dague de poussée seraient soumis à une batterie de tests dynamiques dont la nature restait secrète. Le signal du départ fut donné, lançant le décompte final. La gestion du temps et la capacité à mener plusieurs opérations en simultané allaient s'avérer déterminantes pour espérer terminer les deux armes dans les délais. Bill choisit de débuter immédiatement par la préparation et la soudure de ces deux blocs de Damas. Une méthode exigeante qui lui imposait de travailler sur une extrémité de son enclume tout en surveillant la chauffe de sa seconde pièce dans le brasier, ne lui laissant aucun répit pour s'occuper de sa dague de poussée dans un premier temps. La réussite de ses premières soudures au feu lui redonna confiance pour la suite de l'élaboration du Sanmai. De son côté, Thomas entama le nettoyage minutieux de ses plaques d'acier destinées au Damas avant de procéder à l'assemblage et d'enfourner le tout, conscient de la valeur de chaque seconde. Il planifia d'alterner constamment ses sessions de travail entre le façonnage de son grand couteau de combat et les finitions esthétiques de sa dague de poussée, acceptant l'effort physique intense que réclamait cette gymnastique incessante entre deux armes aux caractéristiques diamétralement opposées. Les experts soulignèrent la difficulté majeure de réaliser un 100 mai avec des flancs en Damas pour une lame d'une telle longueur, rappelant que les composants devaient afficher une épaisseur et une longueur rigoureusement identiques avant l'assemblage, sous peine de voir apparaître des fissures à froid lors des opérations d'étirage du métal sur lui-même. Un défaut rédhibitoire qui ruinerait l'arme lors des tests de robustesse. Bill procéda à l'insertion de son bloc composite de 100 mai dans le four de la forge, profitant des temps de chauffe pour retravailler les formes massives de sa dague. La manipulation d'une telle masse de métal exigeait une grande prudence pour éviter les fissures. Lors des phases de martelage intense, une catastrophe qui condamnerait le candidat faute de temps pour recommencer une billette complète. Fort heureusement, la soudure de Bill tint bon, lui permettant d'entamer la phase de découpage chaud à l'aide d'un tranche-7 afin d'ouvrir le bloc en deux et d'y loger le cœur en acier 80CR-V2. Alors que le présentateur annonçait qu'il ne restait plus que 4h30 de temps réglementaire, Bill finalisa la soudure de son bloc composite de 100 mai, se réjouissant de la qualité visuelle du liant métallique avant d'entreprendre le façonnage proprement dit de la grande lame de 48 cm. La tâche s'annonçait rude. La réplique du couteau de colinçage devant présenter une épaisseur particulièrement fine tout en intégrant de larges gouttières sur chaque face pour en optimiser le poids et l'équilibre général. La lame de Bill commença à prendre forme, affichant la longueur et la largeur requises par le cahier des charges, ce qui, alors que le présentateur annonçait qu'il ne restait plus que 4h30 de temps réglementaire, Bill finalisa la soudure de son bloc composite de 100 mai, se réjouissant de la qualité visuelle du liant métallique avant d'entreprendre le façonnage proprement dit de la grande lame de 48 cm. La tâche s'annonçait rude. La réplique du couteau de colinçage devant présenter une épaisseur particulièrement fine tout en intégrant de larges gouttières sur chaque face pour en optimiser le poids et l'équilibre général. La lame de Bill commença à prendre forme, affichant la longueur et la largeur requises par le cahier des charges, ce qui lui permit de relâcher un temps la pression. Au même moment, Thomas rencontrait d'importantes difficultés pour faire progresser son propre bloc de 100 mai. L'étirage du métal s'avérant laborieux et provoquant de douloureuses crampes dans ses doigts. De mémoire de forgeron, Thomas confia n'avoir jamais autant souffert physiquement sur la fabrication d'une lame.
Les juges l'encouragèrent à faire preuve de plus d'agressivité et de puissance lors des passe-sous. Le marteau-pilon pneumatique pour forcer le métal à s'étirer efficacement. Malgré l'épuisement physique grandissant, Thomas refusa d'abandonner. Concentré sur l'obligation d'obtenir la largeur minimale de 8 cm à la pointe sans commettre d'erreurs géométriques. En jetant un regard inquiet vers l'horloge de l'atelier, il réalisa avec stupeur qu'une heure entière s'était écoulée sans qu'il ait pu concrétiser la forme idéale de son arme. L'annonce de la barrière fatidique des 3 heures restantes marqua l'entrée dans la phase décisive de la compétition. Les 2 finalistes devaient impérativement procéder à la trempe de leurs grandes lames avant de s'attaquer à la conception des gardes, des pommeaux et des manches en bois, sans oublier la finalisation complète de leur dague de poussée. Bill plongea sa grande lame dans le bac d'huile de trempe. Malheureusement, lors de la sortie du bain, il constata avec effroi que son acier avait subi une déformation majeure. La lame présentant une courbure sinueuse rappelant la forme d'un spaghetti. C'était le pire scénario possible pour Bill, qui se retrouvait contraint de tenter un redressage à chaud de la structure voilée au marteau sûr l'enclume, une opération extrêmement risquée qui pouvait briser net l'acier durci. Ne parvenant pas à récupérer une rectitude parfaite et pressé par le temps, il prit la décision pragmatique de stopper les corrections pour se concentrer sur l'assemblage des éléments du manche, privilégiant une arme terminée à une pièce parfaite mais incomplète. De son côté, Thomas effectua la trempe de sa grande lame en 100 mai avec succès. L'acier sortant du bain d'huile parfaitement rectiligne et exempt de toute fissure structurelle. Ce qui provoqua un immense soulagement chez le candidat qui put immédiatement passer à l'étape suivante de l'assemblage de. La forge résonne du fracas des marteaux et du souffle chaud des foyers. Dans cet antre où le métal fusionne et se plie sous la volonté humaine, 4 hommes s'apprêtent à s'affronter dans une compétition sans merci. Paul Rasp, ingénieur électricien de 42 ans et ancien collaborateur de l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, s'avance le premier. Fort de ses connaissances physiques sur le traitement thermique, il observe ses concurrents. À ses côtés se tient Cody Adelson, 29 ans, forgeron amateur depuis 2 ans. Instruit par le vainqueur d'un précédent tournoi militaire. Gary Riemann, le plus jeune de la bande avec ses 23 ans et 5 années de pratique, partage cette passion dévorante avec ses amis qu'il qualifie affectueusement de passionnés de technologie. Le présentateur accueille chaleureusement les participants et annonce les règles du jeu. Le tournoi se déroulera en 3 manches éliminatoires sous le regard impartial des juges. Le grand vainqueur repartira avec un chèque de 10 000 $. Les enclumes, dissimulées sous des draps, révèlent leurs secrets. 2 récipients métalliques et 2 bocaux de limaille d'acier. Le défi initial est de taille, forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas dans un délai de 3 heures. Les lames devront mesurer entre 18 et 23 cm. Pour ceux qui franchiront cette étape, il faudra ensuite ajouter une poignée et une garde pour rendre ces armes pleinement fonctionnelles, avant de les soumettre à des tests de robustesse et de tranchant sur des plaques de métal et des sacs de frappe. Le compte à rebours commence. L'utilisation de récipients pour concevoir de l'acier de Damas est une technique exigeante qui demande une organisation sans faille. Cody nettoie méticuleusement ses conteneurs à l'acétone pour garantir une soudure parfaite. Gary, plus pressé, fait l'impasse sur le nettoyage et remplit directement ses récipients, convaincu que sa méthode fonctionnera. Paul, quant à lui, prépare ses mélanges de poudre métallique avec soin pour éviter les espaces vides à l'intérieur de la matière, car la moindre bulle d'air peut provoquer une délamination invisible à l'œil nu avant qu'il ne soit trop tard. Le feu crépite, les fours atteignent la température idéale de fusion, comparable à la couleur du beurre fondu. Tim, un autre concurrent de cette épreuve, presse ses pièces avec succès. Paul applique l'adage selon lequel il faut maintenir le métal chaud pendant 5 minutes supplémentaires après avoir atteint la température